Ici la voix de Benjamin Vincent, vendredi 6 juin 2025. Bonjour, bienvenue dans ce 42e numéro des Voix de la Tech. Les Voix de la Tech, le nouveau podcast tech de référence. Chaque vendredi, c'est l'actu tech décrypté par les voix qui la font. Viva Technology 2025, le coup d'envoi aura lieu mercredi prochain, 11 juin, porte de Versailles à Paris. 9e édition de l'événement Tech et Business créé en 2016 par la volonté de Maurice Lévy, président d'honneur de Publicis, qui était d'ailleurs l'une de mes voix de la tech dans l'épisode 33, et du groupe Le Parisien Les Échos, avec le soutien appuyé d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Le président de la République qui n'a manqué qu'une seule édition de Vivatech, c'était l'an dernier, à cause d'un déplacement en Nouvelle-Calédonie. Vivatech 2025 donc, après Mark Zuckerberg en chair et en os, après Tim Cook en visio, après Elon Musk au Dôme de Paris il y a 2 ans. La star cette année, ce sera Jensen Huang, le CEO de Nvidia, dont les cartes graphiques font tourner l'IA. Sa keynote aura lieu mercredi prochain, le 11 juin justement, jour de l'ouverture de Vivatech à 11h du matin. Dans un instant, je vais rejoindre François Bitouzet, le directeur de Vivatech, pour parler de cette édition 2025, une interview réalisée avant l'annonce de la keynote de Jensen Huang. Dans la deuxième partie de cet épisode, comme promis, je vous propose un retour sur les 40 premiers numéros des Voix de la Tech avec quelques-unes des voix qui ont marqué le début de l'histoire du podcast, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir quelques-uns des grands moments offerts par les invités des Voix de la Tech et partagés avec vous depuis 8 mois. C'est l'occasion pour moi de vous remercier pour votre confiance et pour votre fidélité. Si vous appréciez le podcast, parlez-en autour de vous et republier nos contenus sur les réseaux, c'est très important. Je vous rappelle que Les Voix de la Tech, c'est un podcast à écouter sur les meilleures plateformes de podcast audio, Apple, Spotify, Deezer, Amazon Music notamment, et en vidéo sur YouTube. Et puis, si vous en voulez encore plus, ne manquez pas la version audio intégrale avec les interviews en totalité sur Apple Podcast et désormais aussi sur Spotify. Tout de suite, Vivatech 2025 avec son directeur François Bitouzet. Bonjour François Bitouzet. Bonjour. Vous êtes le directeur de Vivatech, dont l'édition 2025 aura lieu du 11 au 14 juin à Paris. Vous venez de dévoiler le contenu de cette nouvelle édition de Vivatech. Qu'est-ce qui va être marquant à partir de ce mercredi 11 juin ? Alors, ce qui va être marquant, c'est que à Vivatech, vous allez avoir encore plus d'innovation que d'habitude et avec un focus très fort sur l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle concrète, appliquée, utile. On a beaucoup parlé des promesses de l'intelligence artificielle. Je vous garantis que cette année, à Vivatech, vous allez voir les promesses devenir des réalités, que ce soit pour les entreprises, pour les citoyens, pour les artistes, avec tout ce que l'on va couvrir. La deuxième spécificité de Vivatech cette année, vous l'avez compris, on est dans un univers géopolitique qui connaît des bouleversements incroyables. Et ce qui va être fort à Vivatech, c'est que vous aurez les meilleurs experts pour décrypter ce qui est en train de se passer dans la tech au niveau international. Je vous donne un exemple, on aura Joe Tsai, le patron d'Alibaba, un des cofondateurs qui va venir nous parler de e-commerce, du rôle de l'Asie, des États-Unis et aussi de l'intelligence artificielle. Et puis, tous les pays du monde qui seront à Vivatech et du coup, on va pouvoir vraiment décrypter mais quelle est cette nouvelle carte de l'innovation au niveau mondial. On va le faire avec un thème général cette année qui est les nouvelles frontières de l'innovation. Ce sera le business, la responsabilité et la technologie. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille que représente Vivatech aujourd'hui en nombre d'exposants, en nombre de visiteurs, en nombre de startups ? Alors aujourd'hui, Vivatech, c'est 55 000 mètres carrés. La dernière, c'était 165 000 visiteurs. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie attente, il y a un engouement qui est incroyable pour cette édition 2025. Je vous donne juste 2 chiffres. On va avoir 14 000 startups à Viva Technology. On va avoir plus de 4 000 partenaires. C'est 10% de plus que l'année dernière. D'une année sur l'autre, vous essayez d'attirer les têtes d'affiche.
Quels sont les grands noms de la tech mondiale sur lesquels on peut déjà compter pour la mi-juin à Paris? On va avoir vraiment la crème de l'intelligence artificielle, de Anthropic à Nvidia en passant par OpenAI et DeepSeek. Un nom, moi, que je trouve absolument génial, c'est Alexander Wang, qui est le patron de Scale AI. Et vraiment, s'il y a bien quelqu'un aujourd'hui qui fait bouger les frontières de l'intelligence artificielle, c'est lui. Et puis, au-delà de la tech, on a des grands noms. On va avoir par exemple Vanessa Wish, qui est la femme la plus puissante de la NASA. C'est la dame qui s'occupe de tous les vols habités. Ça va être extraordinaire. Et puis, comme d'habitude, des rencontres absolument inattendues. On aura une très belle session entre Paul Hudson, qui est le patron de Sanofi, avec Zach Brown, le patron de McLaren, et notamment des courses, c'est eux qui dominent aujourd'hui le championnat, et ils vont discuter ensemble d'intelligence artificielle et de data. Ça va être absolument fantastique. Comment vous définiriez ce qui est devenu Vivatech au fil des années? C'est pas un salon en tant que tel. Non, Vivatech, c'est un événement parce que y a des contenus, il y a du business, il y a des innovations. Mais surtout, au-delà de tout ça, ce qu'on essaye de faire, c'est une expérience qui soit à part entière. C'est-à-dire que on vous reçoit, vous, votre travail, c'est d'aller découvrir des nouveautés, certainement peut-être aussi de signer des contrats. Et nous, notre devoir, c'est qu'à la fin, quand vous quittez Vivatech, vous vous disiez d'abord: génial, j'ai eu tout ce que je voulais en termes de retour sur investissement. Et deuxièmement, j'ai vécu une expérience hors du commun. Et quand on est à Paris, au mois de juin, c'est une très 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 belle mission à remplir. Par exemple, cette année, on va organiser le plus grand tech after work d'Europe avec Live Nation, 2000 personnes dans le Dôme de Paris, du DJ set, des innovations acoustiques. Je vous jure, on va mettre le feu à la tech. Alors, on peut peut-être parler justement des nouveautés de cette édition 2025, hein, comme ces 2 heures où tout le monde va se trémousser au Dôme de Paris. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui n'existait pas les années précédentes? Alors, ce qu'il y a de nouveau, déjà, c'est certaines populations de la tech qu'on a décidé de vraiment mettre à l'honneur. On va avoir cette année les tech leaders, donc c'est les CTO, les CDO. Vraiment, on va les mettre en haut de l'affiche. On a un programme dédié avec des contenus pour eux, avec des rencontres, un espace. Vraiment, on va les chouchouter. On va avoir aussi la possibilité de rendre encore plus hommage aux startups qui sont les plus innovantes. Avec une nouveauté, c'est the Innovation of the Year Award. Donc son nom parle de lui-même. C'est parmi toutes les startups de Vivatech. On va déterminer quelle est la pépite qu'il faut absolument retenir de cette édition 2025. Et on va aussi avoir les Tech for Change Awards qui sont là pour nous permettre de repérer quelles sont les innovations qui sont les plus capables de changer la donne sur des enjeux d'impact environnemental ou sociétal. Et puis encore plein d'autres surprises qui vont arriver pour que les gens repartent avec les yeux pleins d'étoiles à Vivatech. Alors, je pensais aussi au Runway AI Film Festival. En quoi ça consiste et qu'est-ce qui va se passer à Vivatech, pendant Vivatech? Alors, on l'a dit, hein, l'intelligence artificielle va être au cœur de Vivatech, notamment du point de vue de la créateur économie. Et on s'est dit que la meilleure des façons de réfléchir à ce futur, c'est de donner la parole aux artistes. Donc on est extrêmement heureux que Runway AI, que vous connaissez, qui est l'une des startups les plus performantes sur l'intelligence artificielle générative sur l'audiovisuel, sur les films, ait décidé de choisir Vivatech pour l'édition européenne de l'édition de Runway AI Film Festival. Après Los Angeles, après New York, on va avoir les meilleurs films, les meilleurs artistes d'intelligence artificielle qui vont nous montrer leur travail et ça va être vraiment tapis rouge pour l'intelligence artificielle à Vivatech cette année. Le Canada sera le pays invité d'honneur, après l'Inde et le Japon notamment. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le Canada et est-ce que c'est pas la bonne année justement pour avoir choisi le Canada? Mais c'est toujours la bonne année quand on a un pays qui a autant de qualité que le Canada. Premièrement, c'est un écosystème absolument incroyable. Vraiment, le Canada est un grand leader international de la tech, notamment dans l'intelligence artificielle. Ils vont venir avec plus d'une centaine de startups sur des sujets comme l'éducation, sur l'intelligence artificielle, sur le e-commerce, sur la santé. Et on va découvrir toute la richesse de ce pays d'un point de vue tech. Deuxièmement, c'est un pays qui aujourd'hui
veut renforcer ses liens internationaux. Et vous savez qu'à Vivatech, ce qui nous intéresse, c'est les partenariats internationaux. Comment est-ce qu'une start-up au Japon va pouvoir discuter avec une start-up en France? Comment un acteur, une université allemande va pouvoir créer des nouveaux réseaux avec des Brésiliens? Et le Canada est au cœur de cette démarche. Et puis troisièmement, mais c'est une culture qu'on adore, c'est Céline Dion, c'est le sirop d'érable, et je vous garantis qu'à Vivatech cette année, il va y avoir des moon boots et des skidoo dans les allées. C'est-à-dire d'être cette plateforme ouverte où tous les modèles sont les bienvenus. Les Américains, les Européens, l'Afrique, le Pacifique, l'Inde, la Chine, etc. pour se retrouver à un moment, pour se dire comment on fait du business ensemble. Et je peux vous garantir que des deux côtés de l'Atlantique, les gens veulent continuer à faire du business. Comment on innove ensemble, parce que l'innovation, elle n'est pas dans une chambre de bonne, elle se fait au niveau international. Et comment tous ensemble, on débat sur ces nouvelles technologies qui sont d'office international. Merci beaucoup François Bétouzet, directeur de Vivatech, d'avoir été l'une de mes voix de la tech cette semaine. Merci beaucoup et rendez-vous du 11 au 14 juin à Vivatech. Une édition 2025 qui débutera donc très fort ce mercredi 11 juin avec la keynote du CEO de Nvidia, Jensen Huang. Ce sera à 11h du matin au Dôme de Paris, porte de Versailles. Elle s'annonce déjà à guichet fermé. Dans un instant, les voix de la tech, premier best-of, retour sur quelques-uns des grands moments de ces 40 premiers épisodes. Et pour ce premier best-of, je vous propose de découvrir ou de réécouter quelques-unes des voix de la tech qui m'ont marqué depuis ce numéro 1. Retour le 27 septembre dernier, jour du lancement des voix de la tech avec mon complice Fabrice Neumann. Aujourd'hui à la tête de l'excellent podcast Human Pulse avec Anne Traguer sur l'art de vivre mieux avec la technologie. Et symboliquement avec Fabrice, la première voix de la tech que nous avions eu envie de vous faire entendre ce 27 septembre 2024, c'était celle de ChatGPT. Je suis la voix de ChatGPT. Bienvenue au podcast Les Voix de la Tech. Bonjour Fabrice, bonjour Benjamin. Et non, rassurez-vous, je n'ai pas encore l'intention de vous remplacer. Ouf, c'est plutôt une bonne nouvelle Fabrice, si on en profitait. Dès l'épisode 2, Les Voix de la Tech devient un espace d'expression privilégié pour les grands patrons de la tech, pour expliquer leur actu, pour la vulgariser, pour en décrypter les enjeux quotidiens, humains, sociaux, philosophiques parfois, en prenant du recul et pour se livrer aussi à des confidences. Exemple avec Francis Barrel, directeur général de PayPal France. Il nous confiait ne quasiment jamais avoir 1 euro en poche, tout en se préoccupant de l'inclusion financière des sans-abri. Alors écoutez, moi je vais vous dire, j'ai pratiquement jamais d'espèces sur moi, que ce soit des pièces dans la poche ou des billets dans mon porte-monnaie, mais ça, là où je parle d'inclusion financière, justement là où ça me touche véritablement, c'est que pour payer les sans-abri qui eux sont complètement exclus du système financier, c'est de plus en plus compliqué. Avant, chez PayPal, en tant que salarié, on avait des tickets restaurant papier et donc on pouvait toujours en verser un dans la rue. Aujourd'hui, c'est plus possible avec la carte ticket restaurant. Donc moi, ça fait des années que je travaille à une manière de réamener les sans-abri qui n'ont pas de compte bancaire, qui pour la plupart n'ont plus de carte d'identité et qu'on n'a évidemment pas d'adresse fixe. Donc c'est très très compliqué pour un système financier qui se veut de plus en plus strict d'un point de vue réglementation et à juste titre, pour éviter la fraude, pour éviter tous les crimes liés à la finance. Mais ça exclut certaines personnes et on le voit avec un nouveau gouvernement en France qui a de plus en plus de discussions sur le seuil de pauvreté, sur l'inclusion financière justement, mais on oublie parfois que vous avez des gens qui sont exclus et donc ça c'est quelque chose qui me fait du mal alors que moi justement j'ai pas d'espèce sur moi en tant que DG France comme vous l'avez dit avec humour, mais c'est bloquant aujourd'hui pour faire des dons dans la rue. Mettre en avant les femmes de la tech, c'était notre objectif avec Fabrice Neumann dès le début et ça reste l'un de mes objectifs aujourd'hui. Nous étions donc très heureux d'accueillir Nathalie Birochot, la CEO, cofondatrice d'IRCAM Amplify dès l'épisode 4. Retour ce 18 octobre 2024 à l'occasion de la sortie de l'AI Speech Detector, un outil de détection des deepfakes vocaux dont elle nous explique le fonctionnement. Dans la liste de tous les produits qui sont sur notre magasin,
On choisit AI Speech Detector, on clique, on drag and drop un fichier audio avec de la voix dedans qu'on on imagine être fabriqué par une IA et on a un taux qui sort, un taux de confiance sur le fait qu'on pense ou pas que c'est de l'IA. Donc nous on dit pas c'est pas blanc ou noir, entre 0 et 100 on donne un indice de confiance. Voilà, quand c'est au-dessus de 80%, il y a des gros doutes qui commencent à arriver. Quand vous êtes à 95-98%, c'est sûr et certain que ça a été généré par un moteur qui est aujourd'hui sur le marché. On rentre dans un monde où ça va aller très très vite d'avoir des coups de fil de nos plus proches, maris, parents, qui nous appellent en détresse parce que ils ont un gros problème. Il se passe on aura il faut leur envoyer de l'argent, évidemment. Bah oui, ce sera, je pense, des choses critiques derrière. Donc c'est... Ouais, ça va aller très vite et donc ça semble évident on est un peu dans Blade Runner, mais pardon, c'est quand même ça. Hein. Nathalie Birochot, CEO, cofondatrice d'IRCAM Amplify, c'était le 18 octobre 2024 dans Les Voix de la Tech, épisode 4. Son nom est associé à Internet en France depuis plus de 30 ans et il était l'une des voix de l'épisode 5. Tristan Nitto, ex-Netscape, ex-Mozilla Europe, aujourd'hui chez Octo Technologies, avec un titre emblématique de son rôle et de sa philosophie, lui qui est directeur associé commun numérique et Anthropocène, un titre qu'il nous expliquait le 25 octobre dernier. L'Anthropocène, c'est un âge géologique pour l'instant encore imaginaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de certitude scientifique qu'on est dans l'Anthropocène. Mais l'idée de l'Anthropocène, c'est qu'en fait, on est dans la période géologique où le truc qui change le plus l'environnement et les écosystèmes, c'est l'humain. Et c'est l'idée que ça transporte, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le monde est en train d'être bouleversé par l'activité humaine et pas forcément en bien. Voilà, c'est ça la notion d'Anthropocène. Tristan Nitto a savouré encore plus avec la version intégrale de cet épisode 5. Les voix de la tech ont pris leur rythme de croisière, à chaque épisode sa star, une très grande voix. Dans l'épisode 6, celle d'Éric Serra, musicien et compositeur de musique de film, notamment pour Luc Besson, notamment celle du Grand Bleu, dont la bande originale remixée par ses soins en Dolby Atmos venait d'être présentée le jour même en première mondiale au salon Paris Audio Vidéo Show. Et là, je dois dire que le Grand Bleu, j'y ai passé un temps fou parce que c'était le premier que je faisais moi-même en Atmos et je suis particulièrement content du résultat parce que j'ai réussi à vraiment le faire sonner comme j'avais envie qu'il sonne. Et pour moi, le mixage Atmos du Grand Bleu est plus proche de ce que devait être le mixage du Grand Bleu. C'est-à-dire, c'est comme ça que j'entendais ma musique, moi, dans ma tête. Qu'est-ce qu'on découvre de plus, finalement ? Je vous dis, c'est qu'elle a pris sa dimension que moi, j'entendais dans ma tête. C'est-à-dire que l'Atmos, c'est réellement de la 3D. Donc là, ça permet de faire des choses beaucoup plus précises et réellement spacieuses. Et des mouvements qu'on ne peut pas faire en stéréo. Faire passer un truc de avant en arrière, en stéréo, on ne peut pas le faire. Ça valait le coup d'attendre alors. Ah bah ouais. Mais moi, je me suis régalé à faire ce mix Atmos avec le Grand Bleu. Et on a fait d'ailleurs déjà le 5e élément, mais qui sortira un peu plus tard. Est-ce que ça veut dire que le Grand Bleu pourrait ressortir en salle avec cette musique complètement remixée ? Alors, j'en ai parlé justement au patron de Gaumont et j'ai suggéré l'idée au patron de Gaumont et je pense qu'il l'a entendu. Ça lui a donné envie, effectivement. Donc, je ne sais pas si ça se fera, mais c'est pas impossible. Ouais. Éric Serra, dans l'épisode 6 du 1er novembre 2024, a une interview à écouter en version intégrale sur Apple Podcast et sur Spotify. Épisode 9, nous sommes le 22 novembre dernier et nous accueillons Fabienne Billat, spécialiste en veille stratégique, digitale et communication, alors que Blue Sky, le challenger de l'ex-Twitter devenu X, gagne désormais 1 million de nouveaux utilisateurs par jour. Fabienne vient de passer sur Blue Sky sans lâcher X, où elle compte 53 000 followers et un sacré réseau.
finalement, je dirais que l'approche est plutôt une curiosité tous azimuts et de se dire, je vais tester. Un petit peu comme un entrepreneur. Il teste. Bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop en tête en France. Je teste, learn and fail. Donc, je suis un petit peu sur tous les réseaux sociaux et j'avoue qu'en fonction de comment ça sent, j'active ou je suis inerte. Donc c'est vrai que là, depuis quelques jours, j'ai un peu boosté Blue Sky en me disant, je vais récupérer ma veille que je fais sur X, qui est plutôt qualifiée. Donc je vais pas travailler 2 fois ou 3 fois non plus parce que sinon je ne dors plus. Et je récupère ma veille du matin sur X. Je prends certains tweets et je les poste ensuite sur Blue Sky toute la journée et sur Thread toute la journée. Et c'est vrai que Thread, pour le moment, il n'y a pas d'impact. C'est vraiment pas terrible. Alors que sur Blue Sky, je sens c'est très récent, depuis 3-4 jours, je sens une montée en puissance très intéressante. Et je comprends pas les gens qui disent je vais quitter X. D'ailleurs, ils ne le font pas parce que souvent ils gardent un compte en loose day, j'allais dire en douce, qu'ils n'activent pas, mais sur lesquels ils restent présents. Ça, c'est assez drôle entre la posture de l'annonce et la réalité. Et oui, mais on reprend une mécanique et finalement, les gens qui sont sur Blue Sky reconnaissent Fadous parce que c'est donc mon avatar sur Twitter. Et je pense que j'ai une crédibilité qui se retrouve. Donc, tout n'est pas perdu. Et c'est aussi exaltant de se dire qu'est-ce qui va fonctionner sur Blue Sky, qu'est-ce qu'il va falloir que je modifie moi. Il va falloir peut-être que je poste des choses un petit peu plus personnelles parce qu'apparemment, ça marche un peu mieux sur Blue Sky. Comment je modifie, comment je me réadapte. Et ça, c'est intéressant à tout âge de se dire waouh, ah oui, on va prendre une claque, mais on va quand même se réadapter. Et j'ai encore la niaque pour essayer de retrouver une communauté et du plaisir surtout, du plaisir. Fabienne Biya dans l'épisode 9. C'est un best-of et donc moi aussi je vais effectuer mon grand bond en avant au 24e épisode du 14 février 2025. Direction Cannes pour le WICF, le World AI Cannes Festival, en présence de Clara Chapaz, la ministre déléguée au numérique et à l'intelligence artificielle et l'une de nos 3 voix de la tech, juste après le sommet mondial sur l'IA à Paris et l'annonce de 109 milliards d'euros d'investissement dans l'IA par Emmanuel Macron. 109 milliards, dont 4 rien que pour le futur data center en construction à Mougins, à quelques minutes de Cannes, et que Clara Chapaz, justement, s'apprêtait à visiter ce 14 février. Dans cette stratégie d'infrastructure, on voit bien aussi à quel point l'implantation territoriale est importante. Et ici encore, dans cette région, dans ce territoire, on a non seulement des atouts d'un point de vue des talents. J'ai visité aussi la semaine dernière l'IA Cluster porté par l'Université de la Côte d'Azur qui forme chaque année des milliers de Françaises, de Français en intelligence artificielle. Mais aussi, en effet, d'un point de vue des infrastructures, le département est au rendez-vous. Et sur ces 109 milliards d'euros, il y en aura 4 qui seront déployés ici, à Mougins, pour créer un des plus grands data centers d'Europe. Est-ce qu'on a besoin de ces gigantesques data centers? On parle de 8500 m², je crois, à Mougins. Ou est-ce que la solution de ces containers que vous avez inaugurés tout à l'heure, Polycloud, est-ce que c'est un autre type de réponse, plus à l'échelle des communes quasiment? Oui, les 2 réponses sont nécessaires. Ce que fait Polycloud, et on était ravis aussi de pouvoir les soutenir et d'être là pour leur inauguration, c'est vraiment de mettre l'excellence française, de l'ingénierie française au service d'un certain nombre de problématiques dans les data centers. Ils font, contrairement aux très gros data centers, eux, ils font un peu tout l'inverse. Ils font des petits data centers qui fonctionnent en réseau avec une dynamique très collective et qui sont aussi du coup beaucoup moins gourmands en énergie. Ils ne consomment pas d'eau, par exemple, pour être refroidis. Et donc on voit bien que dans le domaine des infras, comme dans le domaine des modèles, comme dans le domaine de l'applicatif, cette course pour l'IA, elle en est au tout début. Il y a plein de choses à inventer et on n'a pas à rougir parce qu'en France, on a une ingénierie de talent, une véritable excellence qui nous permet d'inventer des solutions comme celle de Polycloud. Une seule voix dans l'épisode 32, celle de Pierre Alou, l'ex-directeur général d'Octave, entreprise de 38 salariés installée à Angers, victime d'une cyberattaque le 16 août dernier, une cyberattaque qui l'a coulée puisque la liquidation financière a été prononcée le 19 mars. C'est un récit rare d'une cyberattaque qui commence pendant le pont du 15 août avec Pierre Alou. Alors le 16 août 2024, nous sommes pour certains en vacances, c'est mon cas. Et il se trouve que je reçois un call du directeur technique qui me dit Pierre, on a une panne, mais je pense que c'est pas une panne comme d'habitude.
On est sur un écran noir et je crois que c'est grave. Laisse-moi investiguer et je reviens vers toi rapidement. Le téléphone commence à sonner depuis les clients qui s'inquiètent et qui disent « cette panne est longue et bizarre, hein, que se passe-t-il ?» Et donc, on va se rendre compte assez vite qu'en fait, ça n'est pas une panne classique d'un ERP. ERP? Pour les non-spécialistes, c'est un système de gestion qui permet de traiter et d'automatiser un grand nombre d'opérations courantes, telles que de la facturation, la prise de commande, pour un commerçant, et qui facilite son quotidien. Et il se trouve que là, donc, les opérateurs ont un écran noir en face d'eux et ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus opérer les caisses, ne peuvent plus opérer les commandes, ne peuvent plus facturer. Et là, c'est la panique. Parce que ça dure, et ça dure toute la journée. On se rendra compte en début d'après-midi que c'est une attaque russe opérée par une filière roumaine. Actualité tech plus joyeuse en ce vendredi 11 avril, à un mois du Festival de Cannes. Son délégué général, Thierry Frémaux, est l'une de mes voix de la tech pour parler technologie et cinéma immersif, et notamment de sa première expérience avec un masque de réalité virtuelle. C'était en 2017, avec l'installation du cinéaste mexicain Alejandro González Iñárritu. Alors d'abord, son installation, que moi j'ai visitée quand elle était encore à l'état d'expérimentation dans un hangar à Los Angeles, où tout était en place. J'ignorais tout encore de tout ça, et tout à coup je me suis retrouvé avec un casque pour les yeux, un casque pour le son, pour les oreilles, et puis on m'a dit laisse-toi faire. Pieds nus, parce qu'il fallait qu'on soit pieds nus, puisque c'est l'histoire d'un moment que va vivre le spectateur à l'intérieur d'un territoire désertique mexicain à la frontière avec les États-Unis, où on va suivre par des ombres qui arrivent, puis des corps qu'on devine, puis des gens qu'on voit, qui sont des migrants mexicains qui tentent de passer la frontière et qui soudainement, au moment où ils vont la passer, la police américaine va arriver. Et au début, on est là, on est avec eux, on est très très surpris, on a un peu tendance à vouloir tenter de les toucher, puis après on se rend bien compte qu'à la fois ils ne nous voient pas, mais en même temps on est avec eux, ils sortent des bosquets, on est dans la nuit, et dans cette nuit-là, on se sent à la fois comme un intrus, comme un espion, comme dans une espèce de rêve éveillé. Et puis, on finit par se passionner parce que c'est fait par un artiste, c'est fait par Iñárritu, donc c'est fait par un metteur en scène. Et il y en a de partout, et il y a que des choses qui sont, si j'ose dire, séduisantes sur le plan artistique. Donc on voit ces femmes, ces enfants, ces hommes qui sont là, qui tentent de les protéger. D'un seul coup, arrivent des hélicos, arrivent des voitures, des sirènes, des phares, la nuit s'éclaire, et la police va faire un contrôle d'identité pour finir par embarquer ces gens qui sont des sans-papiers. Et là, tout à coup, on se passionne au premier degré pour ce qu'on voit. On n'est plus dans la technologie, on n'est plus dans je suis en train de vivre un truc dingue, immersif, enfin on disait pas comme ça à l'époque. On est dans cette histoire. Et puis soudainement, les flics embarquent les migrants. L'hélicoptère s'en va, les voitures font demi-tour dans le sable, et soi-même, on se retrouve seul, et on s'en est pas rendu compte. La nuit s'achève, l'aube arrive, des oiseaux s'envolent, on est dans le désert, et tout à coup, les premiers rayons de soleil arrivent. Il s'est passé 6 minutes, on est épuisé comme si on avait passé une nuit dans le désert. C'est ce que je voulais vous demander, ça a décuplé vos sensations en tant que spectateur. Pourquoi est-ce que on est pieds nus? Parce que on est dans le sable du désert et qu'il faut qu'on le ressente, et même il y a du vent, du froid, donc on ressent vraiment ça. C'est pas du tout du cinéma, c'est autre chose. Mais le fait que ça soit fait par un grand cinéaste, c'était peut-être la première œuvre d'auteur, une VR d'auteur, comme on dit, le cinéma d'auteur. Et
cette VR a été suivie de beaucoup d'autres qu'on peut expérimenter. Alors, évidemment, par ailleurs, on ne peut être que seul. On peut pas être plusieurs, on peut pas cogner des gens, puisqu'on voit pas, on est dans le désert. Donc on pourrait pas être plusieurs à l'avoir en même temps. C'est un peu les limites évidemment de l'exercice, c'est que on met 5000 personnes au même moment dans la même salle pour voir un film de cinéma, et pour voir une œuvre immersive, on ne peut être que très peu nombreux. Maintenant on arrive, je crois, à être un peu plus de 5, 10, 20, mais ça reste complètement différent du cinéma. Le 9 mai dernier, David Gurley, ancien DG de Skype for Business, est l'une de mes voix de la tech, quelques heures après l'arrêt définitif de Skype, acheté par Microsoft en 2011 pour plus de 8 milliards de dollars. Justement, David avait travaillé 3 ans chez Microsoft. Dès le début de l'interview, je lui pose une question qui me vient et me semble évidente, sans trop croire à sa réponse. J'ai quand même une question évidente à vous poser aujourd'hui, David. En 2011, est-ce que c'est un peu à cause de vous ou grâce à vous si Microsoft s'intéresse puis achète Skype pour plus de 8 milliards de dollars? Beaucoup grâce à moi. J'ai été, comme vous savez, le fondateur des services de communication en temps réel chez Microsoft, que j'ai géré pendant 5 ans. Et puis après, lorsque je suis venu chez Skype, c'est moi qui ai vraiment initié les négociations de vente. En fait, c'est Steve Ballmer qui nous a contactés directement. Et puis, j'étais responsable de trouver une solution, d'abord d'un partenariat. Et c'était clair que ce n'était pas possible. Ça ne pouvait que se conclure un achat ou divorce. Et puis d'ailleurs, ça a été divorce d'abord. On s'est dit, on peut pas faire un deal. Et puis, Steve voulait absolument faire un deal. Et puis, il a dit, finalement, on va vous acheter. Puis voilà. Donc tout ça s'est passé en 6 semaines. Steve Ballmer, donc CEO de Microsoft à l'époque, c'était avant Satya Nadella. Qu'est-ce qui faisait l'intérêt de Microsoft pour Skype en 2011? J'ai posé la question directement. Alors, je vous donne un petit secret ici. Donc, il y avait l'équipe Microsoft qui sont tous venus chez nous à Skype à Palo Alto. On est assis. Je connais très bien Microsoft parce que j'y ai vécu. Alors, je demandais à Steve, je dis, Steve, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as MSN Messenger, tu as Live Communication Server, tu as 500 millions d'utilisateurs sur MSN Messenger. Pourquoi tu es là? Alors, je ne sais pas que dire, mais à l'époque, en tout cas, il a dit, j'ai besoin d'un verbe. I need a verb. You see, I can't MSN Messenger anyone, but I can Skype you. On n'a pas ça chez Microsoft. Il manquait un verbe. Ouais. Comme on disait googliser déjà à l'époque. Ouais. On skypait les gens à l'époque. Ouais. Donc c'est la force de la marque plus que la technologie qui intéressait Microsoft? Complètement. On va finir ce tout premier best-of des voix de la tech avec Cédric Voisin, vice-président de Doctolib, en charge de la plateforme et de la sécurité. Le 16 mai, il partageait ses conseils de base pour garder le contrôle de vos données personnelles, que du bon sens. Ça sert à rien d'ostraciser les géants de la tech. Les géants de la tech, ils jouent avec les règles et ils jouent by the book, comme on dit en anglais. Si vous ne connaissez pas les règles et que vous ne lisez pas ce à quoi vous vous exposez et que vous cochez toutes les cases sans avoir pris le temps de lire, c'est comme si vous avez signé un prêt à la banque qui vous engage à le rembourser 10 fois. Il y a plein de trucs très faciles auxquels on ne pense pas. Honnêtement, vous êtes tous déjà inscrits sur un site où on vous a demandé votre date de naissance. Pourquoi vous mettez la vraie? En 1er janvier 1900, ça marche, et votre compte il va être créé. Pourquoi vous utilisez l'adresse mail qui est l'adresse mail que vous utilisez pour votre correspondance avec les impôts? Pourquoi vous donnez votre vraie adresse physique? Et en fait, c'est ça le problème. Encore une fois, c'est pas les sociétés ne font que jouer avec le cadre juridique, mais c'est vrai dans plein d'autres domaines. C'est pas vrai que dans le digital. Mais il y a un côté super naïf des utilisateurs. On est vraiment, et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer. On est extrêmement
précis sur la qualité de la donnée qu'on donne aux sociétés digitales. Et je n'ai pas d'explication. Vraiment, je ne sais pas. Cédric Voisin, vice-président de Doctolib, c'était dans l'épisode 39. Merci à François Bitouzet, directeur de Viva Technologies. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont fait et qui m'ont fait confiance pour ces 42 premiers épisodes. Les Voix de la Tech, c'est l'espace d'expression numéro 1 des grandes voix qui font la tech d'aujourd'hui, avec du recul sur l'actualité. En un mot, c'est The Tech Podcast to Be. Un rappel, les 41 épisodes précédents vous attendent en version intégrale avec les interviews en totalité sur Apple Podcast et désormais aussi sur Spotify. Merci à chacune et chacun de vous pour votre fidélité aux Voix de la Tech. Elles seront de retour vendredi prochain, 13 juin 2025, avec le bilan de Vivatech 2025 et des voix que j'irai rencontrer porte de Versailles dès mercredi. D'ici là, aidez-moi à faire connaître les Voix de la Tech. Vous le savez, liker, c'est pas mal, mais partager ou republier sur les réseaux, ça change tout. Et donc, c'est à vous de jouer sur Blue Sky, sur X, sur Instagram, sur Facebook et bien sûr sur LinkedIn. À vendredi prochain.